l'Allemagne pour sa déclaration et donne à présent la parole à son Excellence Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, la contradiction entre la nécessité d'actes collectifs en partenariat pour apporter une réponse adéquate aux défis communs et l'aspiration de certains États à l'hégémonie, logique qui renvoie à un raisonnement de bloc fondé sur une discipline de fer et sur une logique destructrice de la confrontation est de plus en plus évidente. L'Alliance occidentale, avec à sa tête les États-Unis, se disent partisans de la démocratie, de la suprématie du droit et des droits de l'homme à l'intérieur de certains pays, affiche une position tout à fait contraire sur la scène internationale, rejetant le principe de l'égalité souveraine des États qui figure dans la Charte des Nations Unies, en tentant de pouvoir juger ce qui est bien et ce qui est mal. Washington a déclaré son droit ouvertement à utiliser l'intervention militaire de façon unilatérale, là où il l'entend, pour défendre ses propres intérêts. L'interventionnisme militaire est aujourd'hui la norme, bien que nous sachions que toutes les interventions militaires entamées ces dernières années par les États-Unis se sont soldées par un échec. La stabilité du système international est aujourd'hui mise à mal. Elle a été plusieurs fois par le passé. Les bombardements en Yougoslavie, l'invasion de l'Irak, les attaques contre la Libye, l'échec et le fiasco, je dirais même en Afghanistan. Autant d'exemples qui le montrent. C'est grâce à nos efforts diplomatiques intenses que nous avons réussi à éviter l'agression contre la Syrie en 2013. Et nous avons l'impression aujourd'hui que les révolutions de couleur, comme on les appelle, et les autres projets de changement de régime ont pour but de provoquer le chaos et l'instabilité. Aujourd'hui, la dernière victime en date de cette politique arrogante est l'Ukraine. La situation en Ukraine a révélé les contradictions profondes et systémiques qui existent dans l'architecture euro-atlantique. L'Occident aujourd'hui procède à une restructuration verticale de l'humanité pour la soumettre à ces critères qui sont loin d'être innocents. Revendiquant la victoire dans la guerre froide et la fin de l'histoire, les États-Unis et l'Union européenne avaient pour but d'élargir l'espace géopolitique qu'ils contrôlaient sans tenir compte des intérêts légitimes de tous les pays européens, de leurs peuples. Les partenaires occidentaux ne nous ont pas écoutés lorsque nous avons mis en garde contre le caractère inacceptable de la violation des principes de la Charte des Nations Unies et de l'acte final d'Helsinki. Ils ont refusé systématiquement toute tentative de créer un espace de sécurité indivisible et égale, marqué par la coopération dans l'espace allant de l'Atlantique au Pacifique. Nous avons proposé, la Russie a proposé un accord sur la sécurité européenne qui a été rejeté. On nous a dit clairement que seuls les membres de l'Alliance euro-atlantique avaient droit à des garanties juridiques de sécurité, alors que l'OTAN continuait à aller à s'élargir vers l'Est. L'OTAN a donc adopté une rhétorique d'opposition, a renoncé à toute coopération avec la Russie, au détriment même de ses propres intérêts, ce qui illustre l'incapacité de l'Alliance à changer son code génétique, un ADN qui lui a été donné par la guerre froide. Les États-Unis et l'Union européenne ont appuyé le renversement de l'État en Ukraine. Ils ont tenté de justifier les actes des autorités autoproclamées à Kiev qui ont tenté de réprimer leur propre peuple. Et c'est justement cela qui a poussé la Crimée à prendre son destin en main et à faire le choix de l'autodétermination. Ce choix était absolument libre, quels que soient les arguments présentés par ceux qui sont les premiers coupables du conflit interne en Ukraine. Et d'ailleurs, depuis le début de la crise ukrainienne, on a tenté d'occulter certains faits et la vérité en portant des accusations injustifiées. Rien n'a été fait pour punir ceux qui se sont rendus coupables des événements sanglants du mois de février à Maïdan, événements qui ont conduit à la mort de nombreuses personnes, à Odessa, à Mariupol et dans d'autres régions de l'Ukraine.
On a tenté de minimiser l'ampleur de la catastrophe humanitaire terrible qui a été provoquée par les actions de l'armée ukrainienne au sud-est du pays. Et d'ailleurs, des fosses communes ont été découvertes récemment près de Donetsk. Et contrairement à ce qui a été affirmé dans la résolution du Conseil de sécurité 2166, aujourd'hui, on prolonge l'enquête indépendante sur les circonstances du crash malaisien. Ceux qui sont coupables de ces crimes doivent être punis par la justice. Autrement, nous ne pourrons pas compter sur la réconciliation en Ukraine. La Russie, quant à elle, souhaite rétablir la paix dans ce pays voisin. Et nous devons le faire comprendre à tous ceux qui pensent que ce n'est pas la vérité. Aujourd'hui, Kiev s'est engagé à apporter une réforme constitutionnelle, comme le veut la déclaration de Genève. Il faut aujourd'hui commencer un dialogue national en faisant participer toutes les régions et les forces politiques de l'Ukraine. Cela permettrait aux Ukrainiens de se mettre d'accord, de vivre en harmonie avec leurs traditions et leur culture. Cela permettrait à l'Ukraine de retourner à une situation acceptable. Mais bien entendu, cela nécessite que l'Ukraine garde un statut neutre en dehors de toute position idéologique. Nous sommes persuadés que si on fait preuve de bonne volonté, si nous renonçons à appuyer cette guerre des partis à Kiev, nous pourrons faire en sorte que la catastrophe nationale ne s'éternise pas. Nous pourrons sortir de cette crise. Pour surmonter cette crise, nous devons, bien entendu, mettre en œuvre les engagements qui ont été pris, notamment le cessez-le-feu dans le sud-est de l'Ukraine. Avec la participation des représentants de Kiev, de Donetsk, de Lugansk, de l'OSCE et de la Russie, des mesures pratiques sont adoptées pour mettre en œuvre ces accords de cessez-le-feu. Mais il faut pour cela que soient retirées les armes lourdes, que tout se fasse dans le respect des principes posés par l'OSCE. Il faut que nous puissions préparer les élections dans le sud-est du pays. La Russie est prête à le faire. Il est vain d'exercer une pression sur la Russie en essayant de l'obliger à renoncer à ses valeurs, renoncer à la vérité ou à la justice. Et j'aimerais d'ailleurs vous parler de l'histoire récente. En 1933, lors de l'établissement de relations diplomatiques avec l'URSS, les États-Unis avaient exigé des garanties de non-ingérence dans les affaires internes des États-Unis, des garanties de ne pas prendre des mesures pouvant bouleverser l'ordre politique et social en Amérique. On craignait à l'époque la propagation du virus de la Révolution à Washington. Et de telles garanties ont donc été fixées dans des accords sur la base de la réciprocité. Je pense qu'il serait judicieux de revenir à ce sujet et de faire en sorte que ces principes s'appliquent au monde entier. Pourquoi ne pas adopter une déclaration de l'Assemblée générale pour réaffirmer le caractère inacceptable de l'ingérence dans les affaires internes d'États souverains, pour exclure la reconnaissance éventuelle des renversements de régime comme méthode géopolitique. Il est temps aujourd'hui de faire en sorte que les relations internationales se débarrassent de toute tentative de pression illégitime d'un pays sur l'autre. Et d'ailleurs, les sanctions unilatérales ne font pas sens. Le blocus de Cuba en est la preuve. La politique des ultimatums, la logique de la suprématie et de la domination sont anachroniques et vont à contre-courant. Aujourd'hui, nous tentons en effet de mettre sur pied un monde démocratique, polycentrique. La Russie, quant à elle, prône une politique positive, une politique de l'union. Nous avons toujours été ouverts à la discussion de toutes les questions complexes, même si elles peuvent sembler difficiles. Les accords de Minsk du 5 septembre et du 19 septembre sur la voie de sortie de la crise ukrainienne, les compromis atteints pour l'accord d'association entre Kiev et l'Union européenne sont de bons exemples à suivre, tout comme le fait que Bruxelles a décidé de se dire prêt à créer une zone de libre-échange entre l'Union européenne et l'Union douanière constituée par la Russie, le Bélarus et le Kazakhstan, comme l'avait proposé M. Poutine, notre président, en janvier dernier. La Russie souhaite harmoniser les projets d'intégration en Europe et en Eurasie.
Il faut aujourd'hui établir des orientations politiques et des délais pour une telle convergence de l'intégration. Ce serait une contribution véritable dans l'action de l'OSCE sur le thème Helsinki plus 40. Il faut aussi parler franchement de l'architecture politico-militaire en Euro-Atlantique de façon pragmatique, sans tomber dans les discours idéologiques, pour que tous les pays membres de l'OTAN et de l'OTSC, mais aussi les pays de la région, l'Ukraine, le Moldova et la Géorgie, se sentent en sécurité et n'aient pas à choisir avec ou contre nous, car c'est un faux dilemme. On ne peut aujourd'hui laisser se fracturer l'Europe, car cela pourrait creuser un gouffre entre l'Occident et le reste du monde. Il faut le dire honnêtement, personne n'a aujourd'hui le monopole de la vérité. Personne ne peut aujourd'hui soumettre les processus mondiaux et régionaux à ses besoins. Il n'y a pas aujourd'hui d'autre solution que de rechercher le consensus sur les règles de gouvernance mondiale dans les conditions historiques d'aujourd'hui, dans le respect de la diversité civilisationnelle et en tenant compte de la multiplicité des modèles de développement. Il sera difficile, bien sûr, de parvenir au consensus sur toutes ces questions. Ce sera épuisant, peut-être, mais il faut reconnaître, comme cela a toujours été le cas, que la démocratie est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. Il faut aujourd'hui reconnaître que c'est inévitable dans les relations internationales. Aujourd'hui, il y a un déficit de démocratie immense dans les relations internationales. Il faudra bien sûr tordre le cou aux stéréotypes, renoncer aux prétentions d'hégémonie et d'exclusivité. Mais il n'y a pas d'autre voie possible. Les efforts solidaires ne pourront porter leurs fruits que si nous nous respectons mutuellement, comme c'est le cas d'ailleurs dans le cadre du Conseil de sécurité, des BRICS, du G20 et de l'organisation de Shanghai pour la coopération. Les avantages du travail collectif s'illustrent par la pratique aujourd'hui. J'en veux pour preuve le processus d'élimination des armes chimiques en Syrie. D'ailleurs, concernant cette question, j'aimerais que nous ayons une information correcte sur la situation en Libye. Nous savons que nos collègues qui ont bombardé ce pays en violation d'une résolution du Conseil de sécurité ne souhaiteraient pas semer davantage de chaos. Mais aujourd'hui, le secrétaire général des Nations Unies devrait faire preuve de responsabilité sur cette question, car le problème des arsenaux chimiques qui sont en dehors de tout contrôle en Libye doit être aujourd'hui reconnu. Il faut aujourd'hui également être conscient de nos priorités. La principale priorité est de s'opposer fermement aux terroristes qui tentent aujourd'hui de contrôler des territoires de plus en plus vastes en Irak, en Syrie, en Afghanistan et dans la zone saharo-sahélienne. Mais cette mission ne peut pas aujourd'hui être soumise à des raisonnements idéologiques. Les terroristes qui utilisent ces slogans idéologiques doivent rester hors de tout légitimité. La lutte contre le terrorisme doit s'appuyer sur le droit international. Il faudrait adopter une résolution du Conseil de sécurité sur le problème des combattants terroristes étrangers. Et il ne faudrait pas que nous travaillions de manière incompatible avec la charte de notre organisation. La lutte contre les terroristes en Syrie doit se faire en coopération avec le gouvernement syrien, qui s'est d'ailleurs dit à coopérer. Prêt à coopérer. La Russie, depuis le début du printemps arabe, a expliqué qu'il ne fallait pas laisser les pays arabes être détruits par les extrémistes, qu'il fallait être unis pour contrer dès son début toute menace terroriste. Nous avons mis en garde contre les menaces qui existaient en Syrie. Al-Qaïda, Jabhat al-Nusra et d'autres groupes étaient sur place, y compris le IL. La Russie apporte une véritable contribution à la lutte contre le IL et avec tous les autres groupes terroristes dans la région. Nous fournissons en effet des armements de défense à l'Irak, à la Syrie et à d'autres pays de la région. Nous allons continuer à soutenir ces pays dans leurs efforts de répression des terroristes. La menace terroriste nécessite une approche globale si nous voulons véritablement s'attaquer aux causes profondes du terrorisme. Nous ne devons pas nous
limité à réagir aux symptômes. Le IEL n'est qu'une partie du problème. Nous proposons d'organiser sous l'égide du Conseil de sécurité une véritable enquête sur les menaces de l'extrémisme et du terrorisme sur la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Une telle approche suppose aussi de se pencher sur le conflit israélo-palestinien et d'autres conflits dans la région. Le fait que le problème palestinien demeure non résolu contribue aujourd'hui à l'instabilité dans la région, car cela aide les extrémistes à recruter davantage de djihadistes. Il y a aussi d'autres questions très importantes, telles que le virus Ebola. Nos médecins sont déjà sur place en Afrique et nous allons fournir davantage d'aide humanitaire, d'équipements, de médicaments et des brigades de spécialistes pour appuyer les programmes des Nations Unies dans les pays touchés, à savoir la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Aujourd'hui, l'ONU va commémorer son 70e anniversaire. Nous sommes tous obligés aujourd'hui de rendre hommage à ceux qui sont tombés dans la Seconde Guerre mondiale, la guerre la plus terrible de tous les temps. Les leçons de cette guerre terrifiante nécessitent aujourd'hui d'unir nos efforts, d'oublier les intérêts particuliers et de faire en sorte que notre responsabilité collective prévale sur les égoïsmes nationaux. Je vous remercie. Je remercie Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la Fédération